Bonjour à tous, c'est Adrien Combet pour La Première Brique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Investir avec méthode, comment analyser un projet immobilier. Donc pour me présenter en deux mots, je suis Adrien Combet, je suis le directeur du développement de La Première Brique depuis bientôt un an et demi. J'ai rejoint Thomas et Hugo, les cofondateurs que vous connaissez dans l'aventure La Première Brique, une plateforme de crowdfunding immobilier qui est basée à Lyon, qui compte aujourd'hui un peu plus de 30 personnes, qui a doublé ses effectifs en un an et qui aujourd'hui vous propose d'investir dans l'immobilier à partir de 1 euro. J'ai un passé déjà dans le crowdfunding immobilier ces 6 dernières années avec des expériences à la fois chez des promoteurs immobiliers et dans des aspects plus juridiques ou financiers en banque d'affaires. Et donc, c'est à travers mon expérience passée que j'ai rejoint Thomas et Hugo chez La Première Brique pour soutenir le développement de la société, notamment au travers les échanges que j'ai quotidiennement avec les porteurs de projets que vous pouvez accompagner. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est analyser un projet immobilier que vous pouvez retrouver sur notre plateforme. Tout ça pour vous rendre le plus autonome possible dans votre investissement. Aujourd'hui, La Première Brique propose d'investir dans l'immobilier à partir de 1 euro. Investir, comme vous le savez, comporte des risques. Il faut savoir appréhender ce risque. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire ce webinaire. Le webinaire va être structuré en trois grands moments. On va d'abord aborder les grandes thématiques de l'analyse d'un projet immobilier. Ensuite, on fera une petite étude de cas sur une opération qu'on a en cours sur notre plateforme. Et enfin, on passera dans une phase de questions-réponses. L'idée, c'est que ça dure à peu près 30 minutes sur la phase de présentation et on prendra le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc comme vous le savez, La Première Brique intervient exclusivement dans l'immobilier. On a pour mission de démocratiser l'investissement immobilier en le rendant accessible à partir de 1 euro. On a aujourd'hui la chance d'avoir une communauté de plus de 130 000 investisseurs, ce qui nous a permis de financer plus de 780 projets à date pour plus de 350 millions d'euros. On a, sur l'année 2025, financé d'ores et déjà 142 projets pour plus de 110 millions d'euros et on a un grand nombre de projets en cours ou à venir qui vont vous être présentés. Aujourd'hui, quelles sont les typologies d'opérations qu'on vous présente? On vous propose majoritairement des opérations de marchand de biens, mais également des opérations de promotion immobilière et éventuellement des opérations, on va dire, qui ont vocation à être exploitées. Ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être des installations sportives. On a fait des opérations un petit peu innovantes avec les tiny house que vous avez connus en début d'année. L'idée, c'est quoi? C'est que La Première Brique puisse intervenir pour soutenir des porteurs de projets immobiliers dans leurs besoins en financement, quelle que soit, on va dire, la typologie de l'opération envisagée. On va être assez souple dans le cadre d'opération qu'on peut financer, à condition que l'analyse qu'on fait de ces projets soit considérée comme favorable par les équipes de chargés d'affaires de La Première Brique. À savoir qu'aujourd'hui, vous voyez sur notre plateforme, on a environ 15 à 20 collectes qui sont ouvertes sur notre plateforme chaque mois. Mais par contre, en amont, on a reçoit entre 100 et 150 demandes de financement tous les mois. Donc, il y a un vrai travail de pré-audit qui est réalisé, une première étude de faisabilité, ensuite un audit très approfondi sur chaque projet en vue de passer le dossier en comité d'investissement, qui est l'organe interne de La Première Brique, qui va décider si oui ou non le projet va pouvoir bénéficier d'un financement et si oui, dans quelles conditions. Alors, comment on fait l'analyse d'un projet immobilier chez La Première Brique? On a différentes méthodes, en tout cas différents angles d'analyse de chaque projet qui vont porter à la fois sur le porteur de projet, sur le projet en tant que tel, sur les éléments financiers relatifs au projet et à la structure qui porte l'opération. Et bien sûr, ensuite, on a un audit juridique sur quelle est la nature de la société qui va porter le bien, quelles garanties associées on va mettre sur le projet pour sécuriser le bon débouclage de l'opération et pour protéger vos intérêts en tant qu'investisseur s'il devait y avoir un problème sur le projet. Et donc, c'est autant d'éléments et de points d'attention que nous avons sur chaque opération qu'on vous propose. Alors, on va commencer par le porteur de projet. On a bien sûr une analyse qui est très fine sur qui est notre porteur de projet, euh, pourquoi il nous présente son opération,
quelle est sa capacité à piloter une opération immobilière? Est-ce qu'il est suffisamment solide, tant d'un point de vue que son expérience que d'un point de vue financier pour pouvoir mener à bien son projet. Et donc, on va commencer déjà par faire cette préétude sur qui est notre client au final et qui est le porteur de l'opération dans laquelle vous allez investir. Cette étude, elle passe par différents angles, comme je vous le disais. Tout d'abord, est-ce que le porteur de projet va être pleinement engagé financièrement dans son opération? Traditionnellement, dans une opération de la première brique, on demande entre 10 à 20 d'apport selon la nature et la typologie de l'opération envisagée. Cet apport est systématiquement engagé à l'achat, c'est-à-dire que l'apport doit être injecté au moment de l'acquisition du foncier chez le notaire traditionnellement. Pour rappel, la première brique intervient aujourd'hui de trois manières dans ces structurations de financement. L'opération la plus traditionnelle que vous connaissez, c'est le financement d'une opération, avec ou sans travaux. On vient accompagner le porteur de projet dans l'acquisition du bien immobilier ciblé. Lorsqu'il y a des travaux, on réalise un premier décaissement chez le notaire pour s'assurer du bon fléchage des flux financiers. L'apport du porteur de projet est injecté à l'achat chez le notaire et ensuite on fait un décaissement progressif des fonds sur présentation de facture. Donc ça, on a été la première structure de crowdfunding en France à mettre ça en place, à savoir une gestion des flux financiers très fine avec des décaissements au fil de l'eau de l'avancement de l'opération pour vraiment avoir un alignement des intérêts des investisseurs avec le succès de l'opération tout en gardant un niveau de sécurité très avancé sur la gestion des flux financiers. Voilà, bien sûr, quand on parle du porteur de projet, on va s'inscrire dans la stratégie qu'il a derrière son opération. Pourquoi il fait cette opération? Depuis quand il s'est lancé en tant que marchand de biens ou en tant que promoteur immobilier? Quels sont les éléments qui vont nous permettre de dire, voilà, cette personne a la capacité à piloter cette opération immobilière? Ça, c'est un élément fondamental de notre analyse, qui est même un prérequis à ce qu'on regarde le projet plus en détail. Donc, on a vraiment des points d'attention très précis là-dessus. On va se baser sur bon nombre d'éléments, des CV, des tracts d'expérience passée, des justifications de ressources, tant sur les états financiers de la société que nous finançons que sur la trésorerie personnelle de notre porteur de projet. Comme vous le savez, donc la quasi-totalité de nos opérations, les porteurs de projet que nous accompagnons sont engagés personnellement à travers leur caution pour garantir les investisseurs. Et donc, on a aussi un audit patrimonial qui se fait sur ces opérations qui est vraiment essentiel dans une phase de pré-analyse avant de regarder le projet en tant que tel. Dans un deuxième temps, on va bien sûr regarder le projet. Le projet, ça passe par différents angles. Bien entendu, la localisation. On a tendance à dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et en crowdfunding immobilier, c'est valable. Aujourd'hui, dans toutes les opérations qu'on reçoit, on va quand même se concentrer sur les marchés qui sont les plus liquidés. La liquidité d'un bien immobilier, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait qu'il y a un marché sur la localisation qui est envisagée pour le projet. Il y a un grand nombre de transactions qui y sont réalisées et on a un niveau de confiance suffisamment important pour dire que le bien, au prix qu'il est proposé, que ce soit un prix de marché ou un prix potentiellement supérieur, se justifie par rapport à une liquidité de marché. Au-delà de la, Dans le cadre de cette analyse, on va bien sûr réaliser une étude de marché. On va regarder les comparables du secteur, le prix moyen, le prix bas et le prix haut qui peut être envisagé en termes de commercialisation. Et ça va nous permettre de justifier de cette profondeur de marché et de cette liquidité. Au-delà de la localisation, on va bien sûr regarder l'adéquation entre la nature de l'opération envisagée et la zone dans laquelle l'opération s'implante. On va pas analyser un chalet à la montagne à Megève, comme vous avez pu le voir sur différentes opérations cette année. Je pense à l'Altea, par exemple, qui est sur un segment très haut de gamme, de la même manière qu'une opération de division d'une maison en plusieurs petits lots qui ont vocation à être des produits investisseurs à Saint-Étienne. Voilà, on va pas du tout analyser cela de la même manière et ça va être appréhendé au regard du marché, de sa typologie, de sa profondeur et de la cible d'investisseurs derrière qui vont être visés. Quand on étudie le projet, au-delà de la localisation,
au-delà de la stratégie de sortie, on va bien sûr avoir des agrégats financiers qui vont devoir être respectés. Quel est le prix d'achat? Quel est le pourcentage d'intervention qui est sollicité par la première brique par rapport au prix d'achat de l'opération? Quelle est la nature des travaux envisagés? Est-ce que ce sont des travaux courts? Est-ce que ce sont des travaux longs? Est-ce qu'il y a du gros œuvre ou simplement du second œuvre? Est-ce qu'on a les devis associés à la réalisation de ces travaux? Quelles sont les entreprises qui vont réaliser ces travaux pour le compte de l'opération? Est-ce que ce sont des entreprises qui ont une bonne santé financière et qui sont elles-mêmes en capacité de porter les travaux? Voilà, c'est toute une analyse qui est réalisée aujourd'hui par les équipes de la première brique. Comme vous le savez, on a une équipe, ce qu'on appelle en interne de pôle projet, qui est composée d'une dizaine de personnes, qui analyse au quotidien l'ensemble des demandes de financement que nous réalisons et qui fait ce travail minutieux de pouvoir s'assurer de l'ensemble de la cohérence des travaux envisagés par rapport à la nature de l'opération. Bien entendu, je remets ça en perspective des typologies d'opérations qu'on va envisager. On ne va pas analyser une opération de promotion de la même manière qu'on va analyser une opération de marchand de biens. Historiquement, la première brique, en termes de répartition, c'est à peu près 85% de ces opérations sont des opérations de marchand de biens. L'opération de marchand de biens, on a nécessairement un travail à réaliser sur le porteur de projet, mais le gros travail va se consacrer sur le projet en tant que tel. Pourquoi? Parce que, à l'inverse d'un promoteur immobilier, les structures de marchand de biens sont souvent des structures légères, où il y a peu ou pas de collaborateurs et sur lesquelles il n'y a pas la nécessité de venir alimenter en honoraires et de rentrées d'argent récurrentes pour pouvoir assurer le suivi opérationnel courant de la société. À l'inverse, un promoteur immobilier a généralement une structure avec des salariés, avec des développeurs fonciers, avec des commercialisateurs, avec des responsables de programme et un grand nombre d'opérations qui sont en cours. On va dans ce cadre-là plutôt se focaliser majoritairement sur la solidité financière du groupe de promotion immobilière qu'on va accompagner. Ça va être vraiment le prérequis indispensable à ce qu'on mette le nez dans une opération de promotion pour ensuite voir, voilà, est-ce que la GFA a été obtenue? Donc ça, c'est une garantie spécifique aux opérations de promotion. Comme vous le savez, en France, on a le système de la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement, qui permet de voir, euh, en tant qu'acquéreur, de pouvoir payer le lot qu'on a acheté au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ça, c'est une sûreté qui est apportée pour les acquéreurs en France dans les opérations de promotion et qui n'existe pas dans les opérations traditionnelles de marchand de biens, si ce n'est dans les opérations qu'on appelle de VIR, qui consistent à rénover, à rentrer dans le périmètre, on va dire, de la vente d'immeubles à rénover, qui permet d'avoir un paiement progressif du prix. Voilà, donc premier point, l'opérateur. Deuxième point, le projet. Quelle est la nature de mon opération? Quelle est l'adéquation de l'opération au marché local? Quels sont les niveaux de travaux envisagés? Comment ces travaux vont être réalisés? Par qui? Comment? Euh, Quels sont les scénarios stress qui sont envisagés dans l'opération lorsque l'opération peut avoir du mal à se commercialiser? On a vraiment plein de points d'intention qui nous permettent de dire si oui ou non un dossier peut rentrer dans les clous d'un financement de la première brique. Une fois qu'on a dit ça, on va aussi se concentrer sur les éléments financiers, comme je vous le disais. Aujourd'hui, la première brique, pour avoir un financement de la première brique, un porteur de projet doit justifier d'un niveau de marge minimum euh, sur son opération. Dans la même manière qu'on n'analyse pas une opération de promotion et une opération de marchand de biens de manière similaire, on ne va pas regarder les niveaux de marge de la même manière selon la typologie des opérations envisagées. Typiquement, si on a une opération qui a une marge plutôt faible, on va dire aux alentours de 10%, mais dont la sortie est sécurisée parce que le bien est commercialisé, c'est un élément de réassurance qui va permettre de dire la première brique va donner son go sur ce dossier parce qu'on a un plan de sortie qui est clair, qui est sécurisé, parce qu'on a un acquéreur potentiel qui est identifié, qui nous a démontré qu'il n'avait pas de, de recherche de financement pour réaliser sa vente finale. Et donc, ça permet de sécuriser une marge prévisionnelle qui est certes plus faible, mais qui est sécurisée. Voilà. Inversement, une opération de promotion immobilière, comme je vous le disais, va comprendre deux choses. On va avoir
une marge nette liée à l'opération et on va avoir des honoraires de gestion qui vont être facturés dans le cadre des opérations et on parle à ce moment-là de cash flow global d'opération. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants pour nous. Sur une opération de marchand de biens traditionnelle, si on n'a pas une marge minimale d'environ 15 après avoir provisionné les frais financiers liés au projet, c'est un élément d'alerte pour les équipes de la première brique qui vont dire, voilà, bah, ce dossier, on va peut-être pas être en mesure de pouvoir l'accompagner parce qu'il ne génère pas une marge suffisamment importante. Et en fait, la marge, ça correspond à quoi? Ça correspond à la sécurité pour vous, investisseurs, de dire, si l'opération venait à avoir du mal à se commercialiser, j'ai une marge de manœuvre pour pouvoir ajuster le prix de vente afin de déboucler l'opération et sécuriser les investisseurs. Donc c'est un élément essentiel de l'opération. On doit toujours mettre ça en perspective de quelle est la marge versus quel est le prix de vente envisagé. Une marge qui est faible, mais avec des prix de vente qui sont très bas par rapport à un marché, peut s'entendre dans la mesure où en fait la stratégie de commercialisation est de vendre rapidement à des prix bas. Et donc, on a un indicateur qui va nous dire cette opération devrait se déboucler rapidement. Inversement, on peut avoir des opérations qui ont des prix très hauts, avec des marges qui sont sans doute plus importantes. Mais par contre, on a des marchands de biens qui volontairement vont essayer, sur des marchés de luxe par exemple, de cibler des prix très élevés parce que ça correspond à un besoin du marché sur une zone spécifique. On peut reprendre l'exemple de l'Altea à Megève, où on avait des prix de sortie aux alentours de 20 000 euros du mètre carré. C'est des opérations et des marchés de niche qui aujourd'hui fonctionnent. Une fois qu'on a fait toute cette analyse de qui est le porteur de projet, quel est le projet, quelle est la structure envisagée, comment on va sécuriser cette opération à travers la mise en place de garanties. Aujourd'hui, on a deux types de garanties en France. Les sûretés réelles, qui portent sur l'actif objet du financement, donc le bien immobilier ou éventuellement la société qui porte le bien immobilier. Et d'un autre côté, les sûretés personnelles, qui correspondent à quoi? À des engagements personnels, soit de la société, soit du porteur de projet en direct. Donc d'un côté, on a les sûretés réelles. Classiquement, vous retrouvez dans 100% de nos dossiers toujours soit une hypothèque, soit une fiducie. Et d'un autre côté, des sûretés personnelles, des cautions ou des GAPD. La GAPD étant une garantie à première demande qui pourrait être assimilée à une caution de la société holding qui détient la société de projet. Voilà, donc c'est pas mal d'éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer si une hypothèque ou une fiducie émet un bon niveau de couverture. On va bien sûr la baser sur la valeur de l'actif, la valeur au moment de notre financement, mais aussi la valeur projetée a posteriori des travaux réalisés. Et donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, la première brique réalise des décaissements au fil de l'eau. Si on finance un bien, et on va pouvoir le voir dans l'étude de cas, à disons 1 million d'euros à l'acquisition, que notre intervention est de 800 000 euros, on a une couverture hypothécaire qui est de plus de 100% au moment de l'acquisition. Et cette valeur, si on est amené à réaliser des travaux, elle a vocation à s'améliorer parce que les travaux ont vocation à embellir le bien et donc du coup augmenter sa valeur. Et donc on va pouvoir avoir une couverture hypothécaire qui va couvrir le montant du financement. Et donc ça, c'est un élément très important dans l'analyse que vous devez avoir des projets, de se dire quel est le degré de couverture que j'ai dans mon investissement à travers à la fois la sûreté qui est envisagée sur le projet, mais aussi le niveau de marge que l'opération dégage. Un niveau de marge élevé permettra une baisse de prix et donc une commercialisation plus rapide. Et en complément de ça, bien entendu, quel est l'engagement financier de notre porteur de projet à travers son apport en fonds propres dans l'opération? Parce que de par notre intervention, aujourd'hui, la première brique, quand vous signez un contrat d'investissement dans un projet, vous signez en fait un contrat de prêt auprès du porteur de projet. Ce contrat de prêt nous donne des prérogatives, par exemple le fait qu'on ait ce qu'on appelle la seniorité sur la dette par rapport à la fois à la remontée de marge et à la fois à la récupération des apports en fonds propres de nos porteurs de projet. Pour le dire plus simplement, demain, les investisseurs de la première brique sont remboursés de manière prioritaire avant qu'un porteur de projet puisse récupérer dans un premier temps la marge et dans un deuxième temps ses fonds propres dans l'opération. Pourquoi donc du coup on a un intérêt à avoir un apport en fonds propres le plus élevé possible? Si demain une opération venait à vaciller,
L'engagement personnel du porteur de projet serait, ciblé en premier, avant de devoir toucher le capital qui va être investi par vous, investisseur dans le projet. Donc c'est le porteur de projet qui va, si je puis dire, perdre de l'argent en premier si une opération devenait, défaillante, heu, sachant qu'on fait tous les efforts nécessaires pour que ça n'arrive pas. Voilà, donc on a vu un petit peu les grands agrégats de l'audit d'un projet, mais pour rendre cela un petit peu plus concret, je vous propose qu'on regarde une opération que nous avons en cours sur la première brique. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc a priori, mon écran est partagé. Donc, comme vous le savez, sur notre site internet, ce qu'on vient de refaire, comme vous pouvez le constater, avec une toute nouvelle interface, vous pourrez retrouver dans l'onglet «Les projets» l'ensemble des opérations qui sont présentées chaque jour sur la première brique. On fait en moyenne 4 à 5 levées de fonds par semaine, une vingtaine par mois. Donc, ça permet d'avoir une typologie d'opérations relativement différente, la possibilité pour vous de pouvoir investir dans de multiples projets. L'idée étant de vous permettre de pouvoir diversifier vos investissements. Aujourd'hui, il faut avoir une vraie gestion du risque quand on investit, que ce soit en crowdfunding immobilier, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans des obligations, dans la crypto-monnaie. L'objectif numéro un, c'est de savoir se constituer un portefeuille d'investissement qui va pouvoir répondre à votre stratégie d'investissement. Quel est l'horizon de temps dans lequel je souhaite investir? Est-ce que c'est un horizon court terme? Est-ce que c'est un horizon long terme? Quelle est la somme d'argent que je souhaite allouer à mes investissements immobiliers, en crowdfunding immobilier, par exemple? Et si j'estime que, par exemple, je souhaite investir sur l'année 2025 5 000 euros, est-ce que c'est pertinent que je mette 5 000 euros sur un seul projet ou est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à multiplier mes investissements avec des tickets certes plus faibles, mais sur une panoplie de projets qui sont à la fois diversifiés de par l'opérateur qui porte l'opération, la localisation, la typologie, les rendements et les durées. Aujourd'hui, je pense que c'est essentiel pour un investisseur de la première brique de bien diversifier ses projets. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez bien compris parce qu'en moyenne, un investisseur de la première brique investit dans 16 projets différents. Donc, c'est quelque chose que nous permettons en rendant l'investissement accessible à partir de 1 euro. Voilà, donc je vous propose qu'on regarde le projet Le Marselia. C'est un projet qui est ouvert depuis quelques jours sur la première brique. On a un objectif de collecte de 3 443 000 euros et on a déjà plus de 4 000 investisseurs qui ont investi sur ce projet. Alors, c'est un projet qui est relativement simple dans sa typologie. On est sur une opération de marchand de biens traditionnelle qui est située à Villefranche-sur-Mer, sur la côte d'Azur à proximité de Nice, pour rénover une bâtisse de manière haut de gamme sur un marché qui est plutôt premium. Donc, comme vous le savez, on a fait un rebranding complet de la première brique fin septembre et on vous a permis d'avoir accès à une plateforme qui a été totalement repensée, avec un accès à l'information beaucoup plus accessible et beaucoup plus fluide, avec l'ensemble des données qui sont centralisées sur ces pages projets, avec une navigation en onglet. Donc en l'occurrence, cette opération, elle consiste en quoi? Elle consiste en l'acquisition et la rénovation complète d'une maison d'architecte de 300 mètres carrés sur un terrain de plus de 2 700 mètres carrés à Villefranche-sur-Mer, avec une vue panoramique. Voilà. Et le projet, il prévoit la transformation du garage en pièce de vie, la rénovation haut de gamme de la maison intérieure et le fait de repenser complètement les extérieurs. Il y a une piscine, par exemple, qui va être installée, qui n'était pas auparavant. Euh, Vous avez une lecture en 2 temps sur la page projet. Vous avez bien sûr un encart en bref qui vient synthétiser la nature de l'opération, sa localisation, l'apport du porteur de projet qui est en l'occurrence de 911 000 euros, ce qui est un très bel apport sur ce type d'opération, les conditions de l'intervention et ensuite un point sur les garanties, les points forts et les points d'intention. Alors, pour aller en détail sur cette opération, donc on propose cette opération entre 1 et 200 000 euros au taux d'intérêt annuel de 11,5%. Il faut savoir que le taux d'intérêt annuel moyen pour les investisseurs de la première brique est de 11,7%, hors code cadeau ou code bonus que vous pouvez recevoir de temps en temps dans le cadre de nos offres promotionnelles. Sur cette opération, du coup, comme je le disais, on est sur la rénovation d'une villa de luxe
que vous pouvez voir à travers notre galerie photo, de par son emplacement. On est, sur un emplacement exceptionnel à Villefranche-sur-Mer, avec une vue panoramique sur la mer, des travaux qui sont de plus de 900 000 euros. Et donc là, comme je vous le disais auparavant, on est dans le cadre d'une opération achat, travaux, revente. On va réaliser une levée de fonds de 3,4 millions. Cette levée de fonds de 3,4 millions, elle va être à la fois utilisée pour financer une quote-part de l'acquisition du foncier, mais aussi pour financer une quote-part des travaux. Donc, en l'occurrence, sur cette opération, notre porteur de projet, il doit injecter son apport en fonds propres chez le notaire au moment de l'acquisition. Nous, on va venir compléter le financement de cette acquisition chez le notaire et ensuite le reste des fonds séquestré sur le portefeuille ou le montant des travaux progressivement selon l'avancement des travaux envisagés. Donc on est sur une opération de type in fine. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans cette opération spécifique, le capital que vous allez investir sur ce projet et les intérêts courus pendant la durée estimée du projet, en l'occurrence une durée cible de 12 mois, une durée minimale de 10 mois et une durée maximale de 22 mois, vous percevrez votre capital et les intérêts à la fin de l'opération lorsque notre porteur de projet aura fini ses travaux et commercialisé la maison. Donc, on reprend en détail. On est sur une opération d'achat-revente après travaux d'une maison, très bien située à Villefranche-sur-Mer. La première question, comme je vous le disais, qui est notre porteur de projet? Aujourd'hui, le porteur de projet de cette opération est Thibaut Clairet. On a eu la chance de pouvoir le rencontrer sur place parce qu'aujourd'hui, la première brique, dès qu'elle le peut, se rend sur les opérations pour pouvoir visiter les actifs objets des financements et surtout rencontrer nos porteurs de projet. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus dès qu'on le peut, parce qu'aujourd'hui, avoir un contact physique et sur le terrain des opérations qu'on va financer est essentiel dans l'appréhension aussi du risque associé aux opérations qu'on vous présente. En l'occurrence, Thibaut, il nous a présenté cette opération et ça avait beaucoup de sens pour lui parce que ça fait 3 ans qu'il a une activité de marchand de biens. Il a déjà réalisé un certain nombre d'opérations. Vous avez d'ailleurs tout son track record qui est annexé à la présentation, mais il a surtout, pendant 10 ans, dirigé une société de contractant général qui a été spécialisée dans la rénovation et le pilotage de travaux d'opérations de rénovation haut de gamme, comme il nous le propose aujourd'hui à Villefranche-sur-Mer. Donc là, la première analyse qu'on a pu réaliser sur le porteur de projet, elle était très favorable parce qu'on a un porteur de projet qui s'engage financièrement dans son opération et de manière très importante. On a un porteur de projet qui est expérimenté sur le pilotage des travaux parce qu'il était lui-même contractant général pendant plus de 10 ans. Et c'est un porteur de projet qui a déjà réalisé des opérations de ce type dans le passé. Donc là, les voyants sont plutôt au vert pour nous, pour qu'on puisse, au-delà du projet en tant que tel, se dire qu'on a affaire à un porteur de projet qui sait de quoi il parle, qui a la capacité à piloter son opération et qui a les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est le premier élément que je vous disais qu'il faut regarder. Quel est le porteur de projet? Quelle est sa solidité? Quelle est sa capacité à piloter? Une fois qu'on a dit ça, on va regarder en détail l'opération. Sur l'opération qu'on réalise aujourd'hui, on a un prix du foncier qui est maîtrisé à 2 572 000 euros et qui représente 60% du coût total de l'opération. On a un petit peu moins d'1 million d'euros de travaux, sachant que sur la totalité de nos projets, lorsqu'il y a des travaux, on va inclure un aléa qui est une provision sur un éventuel dépassement du budget travaux et qui va permettre de faire face à un éventuel surcoût associé à la réalisation de ces travaux. On a des autres frais pour 800 000 euros et on va pouvoir détailler tout ça dans le bilan qui est présenté sur la page projet, avec une charge foncière, comme je vous disais, de 60%, des travaux de 23%, qui sont tous détaillés. En l'occurrence, sur cette opération, dans le cadre de l'analyse, on est sur une opération qui a un gros coût travaux, pas loin d'1 million d'euros, et qui représente un peu moins d'un tiers du montant de la collecte. On a du coup fait un travail très précis sur quelle est la nature des travaux envisagés, est-ce que les devis sont tous signés, est-ce que les entreprises partenaires, comment elles vont être pilotées? En l'occurrence, notre porteur de projet sur cette opération va être aussi le maître d'œuvre
de l'opération et assurer le suivi de l'exécution des travaux. De par son expérience, on y était plutôt rassuré. Donc c'était un élément favorable sur ce dossier. On a des honoraires techniques qui correspondent aux honoraires de maîtrise d'œuvre, d'architecte et d'urbanisme. Et on a les frais provisionnés de la première brique qui comprennent les intérêts sur la durée du projet et les honoraires de la première brique. Voilà, donc tout ça pour avoir une opération qui prévoit un chiffre d'affaires de 5 500 000 euros, ce qui correspond à un prix qui peut apparaître relativement élevé. On est à 18 000 euros du mètre en prix de sortie. Donc, c'est effectivement des prix qui peuvent être assez impressionnants à premier abord, mais qui sont en cohérence avec un marché local. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on analyse un projet immobilier, il faut savoir faire abstraction parfois des chiffres pour se dire si le projet est en adéquation avec un marché local, une demande et une liquidité de marché. Donc, pour cela, on vous met à disposition, dans le cadre de notre page projet, des outils d'analyse qui vous permettent d'avoir des statistiques sur les marchés, des statistiques sur l'environnement socio-économique du projet, des comparables du secteur et plein d'éléments qui vous permettent de vous faire votre analyse de est-ce que l'analyse qui a été faite par la première brique est pertinente ou non, et vous faire votre propre avis avant d'investir. C'est essentiel de pouvoir comprendre dans quoi vous investissez, et c'est pour cela qu'on essaye en permanence de repenser notre expérience utilisateur pour vous, investisseurs, avant que vous ayez toutes les cartes en main avant d'investir dans un projet. Voilà, on a du coup sur cette opération une marge avant impôt qui fait 1 145 000 euros et 21% de marge. Alors ça, c'est très intéressant parce que même si on a un prix qui est à première vue très élevé, une maison qui va être vendue 5 500 000 euros, on est sur un marché de l'ultra-luxe à Villefranche-sur-Mer, sur les hauteurs de Nice et avec une vue panoramique sur la mer. On sait d'ores et déjà que si le prix proposé à la commercialisation, il n'y avait pas de touche, on aurait déjà 1 145 000 euros de baisse de prix potentiel pour que l'opération reste une opération rentable. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a déduit cette marge dans le cadre d'une baisse de prix éventuelle dans un scénario vraiment stress, on a encore l'apport en fonds propres de notre porteur de projet qui est de 900 000 euros sur cette opération, qui nous permet encore une fois de faire face à une baisse de prix avant de toucher le capital des investisseurs. Et tous ces éléments sont les éléments qui vont nous permettre de déterminer des indicateurs financiers, à savoir des ratios, ratio de LTA, ratio de LTC et ratio de LTS ou LTV qui correspondent à quoi? Eh bien, en l'occurrence, le LTA, c'est le montant de l'emprunt qu'on va réaliser la première brique par rapport au montant d'acquisition. Donc là, au premier regard, on se dit, tiens, on a un ratio qui est défavorable, 143%, parce qu'on lève 3,4 millions et que l'acquisition, elle fait 2 572 000 euros, frais inclus. Pour autant, comme je le disais, la première brique a une vraie gestion des flux financiers liés aux opérations qu'elle accompagne. Et donc, il y a un premier décaissement qui va être réalisé de 2,2 millions. Et donc, on ne va pas débloquer 3,4 millions chez le notaire, alors que le montant de l'acquisition et de la valorisation actuelle du bien est de 2,5 millions. Il va être plus faible. Donc ça ne nous concerne pas tellement. Le loan to cost correspond, LTC, loan emprunt sur le coût de revient, à 79%. Il correspond à la couverture que l'on a de notre financement, 3,4 millions, par rapport au coût de revient de l'opération totale, 4,3 millions. Donc ça, on voit à travers ce coût de revient l'engagement du porteur de projet et son apport dans l'opération. Deuxième point très intéressant. Et le troisième ratio qui est très intéressant également et qui est même un des ratios principaux de notre analyse, c'est le LTS ou Loan to Sale, l'emprunt par rapport au prix de vente. En l'occurrence, une fois qu'on aura finalisé les travaux et une fois que 100% du montant des fonds collectés auront été décaissés chez notre porteur de projet, sous notre contrôle, on va pouvoir avoir
un ratio de 62 qui est un très bon ratio. En l'occurrence, il faut considérer qu'un LTS qui est plutôt favorable et complètement sous contrôle est compris entre 60 et 65. Voilà, donc on a des éléments qui sont plutôt intéressants sur ce projet et qui nous permettent de dire qu'on a un porteur de projet expérimenté qui est pleinement engagé dans l'opération. On a une opération qui est bien intégrée dans son marché, certes à des prix élevés, mais qui est en adéquation avec une demande de clientèle internationale, parce que positionnée sur un segment haut de gamme, et qui va nous permettre, heu, à travers la marge qui est générée par ce projet, au besoin de procéder à des baisses de prix. On a des paiements qui sont in fine et pas mensuels. Pourquoi on a des paiements in fine? Parce qu'en fait, comme on est sur une opération de marchand de biens, on n'a pas de rentrée d'argent progressive pendant la vie de l'opération. Notre porteur de projet, il va récupérer de la trésorerie, son apport et sa marge qu'à partir du moment où il a finalisé les travaux et il a remboursé les investisseurs. Donc c'est pour cette raison qu'on n'est pas en mesure de mettre en place des coupons mensuels. Mettre en place des coupons mensuels serait faire supporter une charge additionnelle tous les mois à notre porteur de projet qui n'a pas de rentrée d'argent pendant son opération. Et donc il ne serait pas en mesure de pouvoir payer ses coupons. Voilà pourquoi on est sur une approche in fine sur ce type d'opération. Une fois qu'on a fait tout ça, comment on va sécuriser encore plus, le financement pour vous, investisseurs? Comme je vous le disais, on met toujours en place des garanties sur nos projets. En l'occurrence, on est sur une garantie fiducie. Alors une fiducie, qu'est-ce que c'est? Une fiducie, aujourd'hui, c'est considéré comme une sûreté, très protectrice des intérêts des investisseurs. Pour quelle raison? La principe de la fiducie, c'est une sûreté tripartite entre un fiduciaire, qui peut être soit un cabinet d'avocats, soit une banque, soit une société de gestion. En l'occurrence, pour la première brique, c'est un cabinet d'avocats, notre cabinet partenaire, qui s'occupe de toutes nos fiducies. Un bénéficiaire. Le bénéficiaire de la fiducie, c'est vous, les investisseurs, à travers la première brique qui agit en tant que coordinateur du prêt. Et un constituant, le porteur de projet. Et en fait, le principe de cette fiducie, c'est qu'il va avoir un transfert temporaire d'actifs du constituant chez le fiduciaire pour le compte du bénéficiaire. Ça signifie quoi? En l'occurrence, sur notre projet, on a transféré les titres de la société qui porte l'opération. Donc, il s'agit de l'opération, la société Dédale Construction, qui est la société qui réalise l'emprunt et qui porte le prêt, et qui porte le projet. Eh bien, les titres de cette société ne vont plus être dans le patrimoine de Thierry Clairet, notre porteur de projet, le temps du financement. Ils vont être transférés chez un fiduciaire. Charge au fiduciaire de s'assurer du bon déroulement de l'opération. Et si à terme des 22 mois contractuels qu'on a envisagés sur cette opération, l'opération venait à ne pas être finalisée ou commercialisée, eh bien nous pouvons, à première demande et de manière amiable, hors des voies judiciaires, demander au fiduciaire de faire nommer un expert et de procéder à la commercialisation du bien dans les conditions les plus favorables pour vous, les investisseurs, et dans un délai qui est relativement court. Généralement, la réalisation d'une fiducie, il faut compter entre 3 et 6 mois. Pourquoi c'est intéressant également? À la différence d'une hypothèque. Alors, on prend beaucoup d'hypothèques sur nos dossiers, mais la fiducie nous permet d'aller un petit peu plus loin sur les dossiers plus importants, parce qu'on sort des voies judiciaires. Demain, on souhaite activer une hypothèque sur un de nos dossiers. On va bien sûr regarder la couverture hypothécaire qu'on a. C'est, comme je vous le disais, un élément, d'assurance et de couverture qui est très important. Mais pour aller exécuter cette hypothèque, on va devoir passer devant le juge pour obtenir un titre exécutoire et ce qui va nous permettre de mettre le bien aux enchères dans un second temps. Et généralement, le bien peut être vendu avec une certaine décote. Donc la fiducie permet, comme elle est vendue de manière amiable, préserver à la fois l'intérêt des investisseurs, préserver la valeur du bien en tant que tel et donc aussi sécuriser notre porteur de projet dans le bon débouclage de son opération. Voilà, on a fait un petit peu le point sur cette opération. Heu, Vous retrouvez dans l'onglet «En bref» les éléments essentiels de l'opération, donc qui détaillent les garanties, qui détaillent les points forts qui ont fait qu'on a, souhaité accompagner
Thibaut sur cette opération, mais bien sûr aussi qui souligne les points d'attention. Comme je le disais, on a des travaux qui sont conséquents, mais qui sont sécurisés à travers un décaissement progressif et couplé avec notre solution d'open banking. Aujourd'hui, la première brique, spécifiquement sur cette opération, mais sur d'autres également, a accès et une vue en direct sur les comptes bancaires de la société qui porte l'opération. Donc, on a une vraie gestion des flux financiers sur ce type d'opération. Les points d'attention, on a par exemple une absence de pré-commercialisation, mais qui se justifie par rapport à une stratégie. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de mettre en vente le bien qu'à partir du moment où les travaux ont suffisamment avancé pour pouvoir démontrer à une clientèle haut de gamme à quoi va ressembler le rendu final sur cette opération et un positionnement prix premium qui est en adéquation avec la rénovation, avec des prestations de très grande qualité sur ce type d'opération. Voilà, on a fini pour la petite étude de cas du Marseilla. Vous avez, je pense, compris les enjeux principaux de l'analyse d'un projet immobilier. On va maintenant passer dans une phase de questions-réponses. Et donc, je vais essayer de prendre le maximum de questions que vous nous avez soumises. Et donc, je vais regarder les questions tout de suite. Alors, je prends les questions. On a une première question. Bonjour, à quelle date sera créé le fonds de réserve? En effet, en cas de défaut, les investisseurs perdent tout. À l'image de biens prêtés, la première brique va-t-elle rembourser les investisseurs? Merci d'avance. Alors, il y a eu des réflexions sur la constitution d'un fonds de réserve. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est acté pour le moment. Pour autant, on est en train de travailler sur deux aspects. Le premier aspect, c'est de vous proposer un mécanisme d'investissement qui vous permettrait d'avoir une forme de garantie de capital en contrepartie d'une baisse de taux sur vos opérations, dont on est en train de parler de manière avancée avec une compagnie d'assurance crédit, quelque chose qui pourrait être développé dès début 2026. Voilà, quelque chose qui nous permet, qui permettrait à vous, investisseurs, de choisir sur quel couple rendement-risque vous souhaitez intervenir. En ce qui concerne la sécurisation des investisseurs dans une opération qui pourrait être défaillante, aujourd'hui, je rappelle que 100% des procédures que nous avons contentieuses avec des porteurs de projets ont permis à la première brique d'avoir un jugement favorable dans 100% des cas et tous les frais de justice et le chiffre d'affaires a été reversé sur le seul dossier qui a connu une perte partielle en capital. Deuxième question, financez-vous des projets hors de France? Alors non, on pourrait demander une extension de notre agrément. Comme vous le savez, pour certains, nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers en tant que prestataire de services de financement participatif. Nos organes de tutelle sont l'autorité des marchés financiers et l'ACPR, et on pourrait demander une extension de notre agrément. Cet agrément de PSFP est un agrément européen. Il y a une harmonisation européenne des plateformes de crowdfunding immobilier. Et on pourrait tout à fait envisager d'aller hors de France, mais ce n'est pas le choix qui a été fait pour le moment. Donc, on intervient sur toute la France, tous les territoires, également d'outre-mer et ce compris la Corse. Et on a, pour la petite anecdote, financé une opération dans tous les départements de France. Bonjour, des nouvelles sur les projets avec capital garanti. Alors, je viens d'en parler. On est en train de travailler sur les sujets activement et on espère pouvoir vous proposer quelque chose sur le premier trimestre 2026. Est-ce que vous vous déplacez sur place systématiquement sur les projets? Alors, on essaye de le faire de plus en plus. Aujourd'hui, on a une équipe qui a grandi. Comme vous le voyez régulièrement, on fait des reportages photos, des reportages vidéo sous forme d'interviews avec nos porteurs de projets. Donc, dès qu'on peut le faire, on le fait. On tient à vous donner le plus d'éléments de compréhension possible des dossiers et c'est aussi vous permettre de rencontrer directement les porteurs de projets, comme on l'a fait sur cette opération du Marseilla avec Thibaut Clairet, où là, une partie de l'équipe, en l'occurrence Gaël Crassard, qui est notre chargé d'affaires sur le projet, et Ophélie, notre responsable de la communication, se sont rendus à Villefranche-sur-Mer pour pouvoir
rencontrer le porteur de projet physiquement, visiter l'opération, vérifier que c'était bien en adéquation avec le marché et du coup confirmer l'analyse qui a pu être réalisée. Au-delà de l'analyse qu'on réalise, des visites qu'on réalise en amont de la collecte, on fait aussi un travail de suivi de manière très régulière. Aujourd'hui, la première brique a à peu près 400 opérations en cours de financement euh, et qui nécessitent un très gros travail de suivi pour vous donner le plus d'informations possible et vous faire un reporting régulier. Et donc, dès qu'on le peut, on va aussi rendre visite à nos porteurs de projets sur des opérations qui sont en cours de financement et pour voir justement l'avancement des travaux ou faire un point d'étape. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus institutionnalisé sur les projets et notamment les projets d'envergure comme celui-ci. Euh, Autre question. Bonjour, en tant que prêteur, est-il possible de poser et d'avoir des retours spécifiques sur la caution personnelle, notamment qu'est-ce que la personne propose si problème? Peut-on avoir une synthèse de cet audit patrimonial? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, à peu près dans 70 à 80% de nos dossiers, on a effectivement une caution personnelle. Donc, on va demander bien sûr des éléments financiers sur le patrimoine personnel, qu'il soit mobilier, qu'il soit immobilier, le patrimoine financier. On va s'assurer de l'adéquation du patrimoine avec l'opération qui est envisagée et on va faire une étude sur, on va s'assurer de la pertinence de cette déclaration de patrimoine. Donc, il y a un audit qui est réalisé de ce côté. On s'assure de la possession des biens, si je puis dire. Et c'est ce qui nous permet toujours de pouvoir aller au-delà d'avoir un engagement moral de nos porteurs de projets dans les dossiers, d'avoir des leviers de pression et des leviers d'action surtout lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de procédures qu'on pourra avoir à l'encontre de nos porteurs de projets. Est-ce que les travaux des porteurs de projets ne sont pas gonflés pour leur permettre de supporter les 10-12% de prêts? Comment analysez-vous le montant des travaux? Avez-vous des grilles d'analyse? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on n'a bien sûr aucun travaux qui ne sont gonflés pour les porteurs de projets pour la bonne et simple raison que nous ne décaissons les fonds relatifs aux travaux que sur présentation de factures. Une fois qu'on a l'assurance que les devis, ils ont été réalisés en bonne et due forme. Et dans maintenant la quasi-totalité des opérations qu'on finance avec travaux, on a une vue sur les comptes de la société qui porte le projet. Donc aujourd'hui, la gestion des flux financiers liés à la réalisation des travaux et plus largement à l'opération, ils sont sécurisés à travers ces décaissements progressifs et à travers ces outils d'open banking qu'on a été les premiers à mettre en France dans le crowdfunding immobilier. Alors, je prends les autres. Voilà. Les projets qui sont très lourds, 3 à 5 millions d'euros, partent très lentement chez la première brique comparativement à des projets que je regarde chez Brix. Comment la première brique se situe versus Brix? Quel niveau de marge minimum acceptez-vous? Alors, premier élément, on est la première brique, on a existé depuis 2019. Brix s'est implanté en 2021 et sur initialement un segment qui était complètement différent du nôtre, consistait à financer des biens sous un format d'immobilier fractionné qui permettait de bénéficier de royalties sur les opérations. Nous, on s'est toujours concentré sur notre savoir-faire, c'est-à-dire analyser des projets immobiliers de marchand de biens, ou en tout cas d'actes de transformation ou de construction d'opérations immobilières. Historiquement, la première brique s'est constituée euh, progressivement, sans jamais avoir levé de fonds auprès d'investisseurs privés pour soutenir sa croissance, et a connu une croissance, on va dire, organique ces dernières années depuis sa création. Il ne faut pas oublier que la collecte la plus importante jusqu'à le début de l'été 2025 était 3 millions d'euros chez la première brique. Et on n'a jamais voulu faire de fausses promesses à nos porteurs de projets. C'était de dire, euh, on ne veut pas s'engager sur des montants dont on n'est pas convaincu de notre capacité à aller au bout de cette opération. Aujourd'hui, de par l'accroissement du nombre de dossiers qu'on vous propose, dans leur typologie, dans leur montant,
et sur le fait qu'on ait une collecte moyenne qui soit à peu près de 750 000 € aujourd'hui, on a envie de rester dans une approche d'opération à taille humaine, mais par contre, on est en capacité d'aller chercher des opérations plus élevées. Je pense par exemple à l'Altea, je pense par exemple au Julia, qui sont deux collectes à 5 millions d'euros qu'on a menées à terme cet été, et pour le compte d'opérateurs d'une très grande qualité. Voilà, donc on ne va pas avancer en se comparant aux autres plateformes. Chacun a son modèle d'intervention. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une communauté d'investisseurs qui est en croissance et qui nous permet de soutenir de plus en plus de projets de qualité avec le maximum de sécurité possible. Alors, je vais prendre les autres questions. Bonjour, pourquoi un porteur de projet vous choisit vous plutôt qu'une banque? Quel est son intérêt? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, comme vous le savez, le crowdfunding immobilier, si on fait un comparatif par rapport aux banques, on est sur un financement alternatif. Qui dit financement alternatif dit des coûts qui peuvent être engendrés qui sont bien plus importants. Euh, on est sur des taux de rendement qui sont entre 11 et 12 en moyenne chez la première brique et une commission qui est à payer à la plateforme ajoute des frais financiers sur le financement. Ça amène du coup un coût global du financement pour le porteur de projet qui est supérieur à celui des banques. Pourquoi du coup il vient nous solliciter? Aujourd'hui, compte tenu du contexte de marché immobilier que vous connaissez pour certains d'entre vous, ça fait maintenant 3 ans qu'on a eu un vrai durcissement du marché de l'immobilier avec des marchés qui sont en baisse sur certaines zones, des conditions d'accès au crédit qui sont bien plus défavorables que dans le passé et on va dire une production de logements qui a très fortement diminué. On a donc des banques qui sont plus frileuses à accompagner la promotion immobilière et plus largement les marchands de biens. Historiquement, un promoteur ou un marchand de biens pouvait aller en banque, se faire financer dans des conditions qui étaient acceptables, tant en termes de montant d'apport en fonds propres. On parlait d'apport en fonds propres de l'ordre de 15 à 20 sur le marchand de biens, par exemple. Aujourd'hui, on est plutôt entre 30 et 40 et sur des délais qui étaient beaucoup plus longs que le délai de traitement de la première brique. Aujourd'hui, nous, l'engagement qu'on a auprès de notre porteur de projet, c'est que le moment où il nous sollicite pour un projet, et le moment où il a les fonds qui sont décaissés sur le compte de la société d'opération, il faut compter entre 30 et 45 jours sur les plus gros projets, en moyenne. Il peut y avoir des exceptions à ça, plus long ou plus court. Donc on amène déjà un niveau de réactivité et de souplesse qu'il est, à mon sens, difficile à trouver en banque. On va financer les opérations qui peuvent être des opérations qui sont hors cadre d'intervention d'une banque traditionnelle. Si je reprends l'exemple des tiny house qu'on a fait en début d'année, on venait faire presque du capital amorçage pour une société qui avait vocation à fabriquer, distribuer et commercialiser des tiny house assimilés à, on pourrait dire, à des abris de jardin haut de gamme, enfin pas des abris de jardin, mais des maisons préfabriquées en bois haut de gamme qui avaient vocation à être utilisées en location courte durée. Ça, ce sont des typologies d'opérations qui sont difficilement assimilables par une banque. Nous, on a le recul nécessaire pour sur ce type de biens un petit peu, d'opérations un petit peu innovantes. Et on a à cœur de proposer des projets qui sortent un petit peu des clous pour le compte de nos investisseurs. Voilà, et pour la petite anecdote, on a un investisseur qui a investi dans ce projet des tiny house en début d'année, qui a rencontré nos porteurs de projets ce week-end et qui nous a fait un gentil message lors d'une foire où justement nos porteurs de projets commercialisaient les tiny house. On a une autre question sur les paiements mensuels. Vous ne faites donc jamais de paiement mensuel. On réalise de plus en plus de paiements mensuels parce qu'on a élargi la typologie d'opérations sur lesquelles on intervient. Comme je vous disais, on intervient soit en financement traditionnel d'opérations avec ou sans travaux, soit en refinancement, soit au travers des lignes de trésorerie. Alors, quand on met en place une ligne de trésorerie, par exemple, on vient faire une ligne qui est non affectée à une opération spécifique, mais en s'adossant à un bien qu'on va prendre en garantie. Un bien sur lequel on va affecter une forte décote
par rapport à la valeur du bien pour avoir une couverture hypothécaire ou fiduciaire qui vous sécurise en tant qu'investisseur. Et généralement, quand on va prendre ce type de bien en garantie, on va essayer d'avoir des biens qui sont exploités et donc qui génèrent des loyers. Dans ce cadre-là, l'opération générant des loyers, elle permet d'assurer le paiement d'une charge mensuelle tous les mois. Donc on ne le fait pas systématiquement, on essaie toujours de trouver l'adéquation et la pertinence de mettre en place des coupons mensuels par rapport au sous-jacent immobilier qu'on finance. Et donc c'est un élément qui va avoir vocation à être augmenté dans les prochains mois. Donc, il y aura une proportion de dossiers en paiement mensuel qui sera plus importante, mais il y aura aussi et toujours une majorité de dossiers qui seront des opérations avec des paiements in fine, parce qu'en fait, c'est le sens des opérations et des projets qu'on finance. Euh, on ne va pas alourdir la charge financière d'une opération pour à tout prix verser des coupons mensuels. Ce serait un non-sens économique par rapport à la nature de l'opération. Euh, On a une question sur la performance de projets aboutis, sans souci, des projets qui ont connu des difficultés. Alors, je vous invite à aller sur notre site internet. On a un onglet d'indicateurs de performance, qui va, détailler toutes les opérations qui ont été réalisées par millésime, d'années, de 2024, 2025, et cetera et qui détaille, l'ensemble des projets, qu'on a réalisés et leur, état d'avancement. Donc sur l'onglet indicateurs de performance sur notre site internet. Envisagez-vous un second marché permettant de revendre entre investisseurs leur part? Alors oui, c'est quelque chose qui est envisagé, qu'on va a priori développer sur le premier trimestre 2026. Ça permettrait de répondre à cette problématique de liquidité. Vous le savez, quand vous investissez dans un projet, la première brique, vous prêtez votre argent au porteur de projet pendant la durée de l'opération. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a trois durées, une durée minimale, une durée maximale et une durée cible qui correspond pour nous à l'horizon de remboursement estimé du projet. La durée minimale, c'est la durée de rendement qui vous est garantie. Je reprends l'exemple de l'opération Le Marzelia, on a une durée minimum de 10 mois. Ça signifie que si l'opération se déboucle au bout de 6 mois, par exemple, eh bien, vous percevrez 10 mois d'intérêt, qui est l'engagement minimum que prend le porteur de projet vis-à-vis des investisseurs. Au-delà de la durée contractuelle, voilà, on a du coup un investissement qui est bloqué pendant le temps du financement. Et cela peut arriver, donc du coup, enfin, comme l'investissement est bloqué pendant cette durée, on dit que l'investissement est illiquide. Pour amener cette liquidité, on veut permettre à nos investisseurs de pouvoir revendre leurs créances, l'investissement qu'ils ont réalisé auprès d'autres investisseurs et vous laisser en fait la main de pouvoir déterminer votre prix de vente et votre prix d'achat entre investisseurs. Voilà. L'idée étant d'amener de la liquidité d'un côté et de pouvoir bénéficier d'opportunités d'investissement très intéressantes parce que comme vous s'achèteriez en tant qu'acquéreur potentiel avec une décote, eh bien, vous aurez un rendement qui serait boosté. Voilà, donc c'est un projet qu'on travaille depuis plusieurs mois et qui devrait voir le jour en début 2026. Comment fixez-vous le taux annuel? Pourquoi ne pas mettre tout à 12%? Un taux de rendement annuel, il doit venir caractériser un risque associé à une opération. Ce risque, il va être appréhendé tout en conservant cette logique de marché qui est de savoir à quel taux nous allons pouvoir collecter les fonds à travers vous, la communauté des briqueurs, mais à quel taux on va pouvoir suffisamment sécuriser l'opération par rapport à sa typologie, sa maturité et son avancement. Je prends un exemple, une opération de promotion immobilière qui est vendue en bloc à 100% à un bailleur social présente un risque qui est plus limité qu'une opération de marchand de biens euh, avec travaux sur une durée très longue sur lequel on a un petit peu plus d'aléas. C'est un exemple assez sommaire, mais qui permet de justifier que sur la première, on a un taux à 11% et sur la deuxième, on a un taux à 12%. Donc ça, c'est des éléments qui sont étudiés au moment de l'analyse des dossiers et qui sont ensuite validés en comité d'investissement. On va prendre encore une ou deux questions et on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure.
Et donc, quelles questions on pourrait, prendre? Quelles sont les bonnes fourchettes du marché des taux LTA, LTS, LTC? Alors, comme je vous le disais, on est relativement confortable sur une opération où les ratios de LTS, donc l'emprunt versus le prix de vente, sont de l'ordre de 60 à 65. On peut avoir des ratios sur des montants qui sont un petit peu plus élevés, heu, selon la sécurisation des scénarios de sortie qui sont envisagés. Donc il faut toujours mettre ces ratios financiers, qui sont des indicateurs, en corrélation avec, la nature de l'opération et les scénarios de sortie qui sont envisagés. En ce qui concerne l'emprunt sur le montant de l'acquisition, on essaye toujours d'avoir un emprunt, par rapport au montant de l'acquisition qui est inférieur à 100 parce qu'en fait, le premier décaissement, l'apport va étant injecté à l'achat, on aura toujours un premier décaissement. Alors, c'est pas l'emprunt sur le montant de l'acquisition, mais le premier décaissement par rapport au montant de l'acquisition, qui soit de l'ordre de 80 à 85. Et ensuite, l'emprunt sur le montant du coût de revient est dans 80 à 85 également, parce qu'en fait, il correspond au delta de l'apport qui est injecté par notre porteur de projet. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez été très nombreux à participer à ce webinaire aujourd'hui sur comment investir avec méthode et surtout comment analyser un projet immobilier. Si vous avez des questions, on est là pour vous répondre avec toute la transparence qu'impose notre mission de démocratiser l'investissement immobilier. Donc, à vous de jouer et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.